Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet médical sérieux, mais vraiment essentiel à comprendre. La rage. On a une description assez détaillée de la maladie et l'idée, c'est d'en extraire l'essentiel, savoir ce que c'est et surtout comment s'en protéger. Oui, c'est ça. Le document qu'on a, il décrit bien la maladie, ses caractéristiques, comment elle se transmet et comment on peut la prévenir. L'objectif, c'est qu'on en sorte avec une vision claire et concise de cette infection virale. Parfait. Alors, on commence par la base. La rage, c'est quoi très concrètement? Alors, c'est une maladie virale aiguë. Elle est causée par un virus, un lissavirus pour être précis. Et ce virus, il s'attaque directement au système nerveux central. D'accord. Le point vraiment crucial à retenir, c'est qu'elle est systématiquement mortelle une fois que les signes cliniques apparaissent. Systématiquement. Systématiquement mortel. Ok, ça pose le décor. Et comment est-ce qu'on l'attrape? Le document mentionne la salive d'animaux infectés. C'est la voie principale. Oui, exactement. La transmission, elle se fait majoritairement par la salive d'un animal qui est infecté. Le plus souvent, c'est par une morsure. Une morsure, ok. Mais attention, il faut être vigilant. Une griffure profonde, ça peut suffire si l'animal a de la salive sur ses griffes. Ou même un simple léchage, mais sur une peau qui est abîmée, une plaie, ou sur une muqueuse comme l'œil ou la bouche. Ah oui, quand même. Et quels animaux sont concernés principalement? Les chiens. Voilà. À l'échelle mondiale, ce sont surtout les chiens. C'est le vecteur numéro 1, particulièrement dans les pays en développement. Contrôler la rage chez les chiens là-bas, c'est vraiment la clé. Mais il n'y a pas que les chiens. Les chauves-souris sont aussi un réservoir important du virus, surtout sur le continent américain. Et puis, selon les régions, on a aussi les renards, les ratons laveurs, d'autres animaux sauvages. D'accord. Et ce qui est vraiment frappant, je trouve, dans la description, c'est le délai d'incubation. Il est dit que ça peut prendre des mois entre le moment où on est infecté et les premiers symptômes. C'est fou, ça. Oui, c'est exact. C'est une des particularités de la rage. La période d'incubation, elle est très variable. Ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois, voire dans des cas très rares, plusieurs années. Plusieurs années. Oui, mais la moyenne, c'est plutôt entre 1 et 3 mois. Et cette longue période de latence, cette période silencieuse, si on veut, c'est justement ce qui laisse une fenêtre pour agir après une exposition, d'où l'importance de la prévention post-exposition. Je vois. C'est une sorte de course contre la montre silencieuse alors. C'est un peu ça, oui. Le virus remonte lentement le long des nerfs vers le cerveau. Et quand la maladie finit par se déclarer, comment ça se manifeste? Le texte parle de deux phases. Tout à fait. Il y a d'abord des signes assez généraux, peu spécifiques. C'est la phase qu'on appelle prodromique. On peut avoir de la fièvre, mal à la tête, une fatigue, un malaise général. Et parfois une sensation bizarre, des picotements ou une douleur là où il y a eu la morsure initiale. D'accord. Des symptômes assez vagues au début. Oui, et puis la maladie passe à la phase neurologique aiguë, et là ça devient beaucoup plus grave. Et c'est là qu'il y a deux formes cliniques possibles. C'est ça. La forme la plus fréquente, à peu près 80% des cas, c'est la forme dite furieuse. Elle se caractérise par une agitation, une hyperactivité, beaucoup d'anxiété, des fois des hallucinations, et puis le symptôme tristement célèbre, l'hydrophobie. La peur de l'eau. Oui. Ou plus précisément, c'est des spasmes très douloureux au niveau de la gorge quand la personne essaye de boire, ou même juste à la vue de l'eau. C'est très impressionnant. J'imagine. Et l'autre forme? L'autre forme, c'est la forme paralytique. Elle est plus rare, environ 20% des cas. Elle est moins spectaculaire au début. Ça commence souvent par une paralysie qui progresse lentement, souvent à partir du membre qui a été mordu. Mais l'issue est la même. Coma et décès. Le diagnostic précoce chez l'humain, c'est très difficile avant que les signes neurologiques apparaissent. Il existe des tests, bien sûr, mais ils deviennent souvent positifs assez tardivement. Et le point vraiment terrible, c'est qu'il n'existe aucun traitement efficace une fois que les symptômes sont là. Aucun. Ah oui. Toute la stratégie repose donc sur la prévention, après une exposition potentielle, pour empêcher le virus d'atteindre le cerveau. Donc si on suspecte une exposition, une morsure, une griffure d'un animal suspect, la clé c'est de réagir immédiatement. Absolument. La rapidité, c'est vital. Le tout premier geste, et il est crucial, laver la plaie. Tout de suite, abondamment, à l'eau et au savon, pendant au moins 15 minutes. 15 minutes, d'accord. Oui, c'est long, mais c'est important pour essayer d'éliminer le maximum de virus mécaniquement. Et ensuite, direction les urgences ou au moins consulter un médecin très vite. Et là, le médecin fait quoi? C'est là qu'on met en place ce qu'on appelle la prophylaxie post-exposition, la PPA. Ça consiste en une série d'injections du vaccin antirabique.
plusieurs doses sur plusieurs jours. Et selon la gravité de la morsure, l'endroit, et si l'animal est connu ou pas, on peut aussi administrer des immunoglobulines antirabiques. Ce sont des anticorps déjà prêts qui vont agir tout de suite au niveau de la plaie. D'accord, une double action, vaccin et anticorps si besoin. C'est ça. Et si ce protocole est suivi correctement et démarré rapidement après l'exposition, il est extrêmement efficace. Ça sauve des vies. Compris. Donc urgence, nettoyage intensif et consultation médicale rapide. Et en dehors de ça, pour la prévention au quotidien, en amont. La prévention, elle repose sur plusieurs piliers. Le plus important, c'est la vaccination des animaux domestiques, surtout les chiens. C'est la mesure la plus efficace pour couper la transmission à l'homme. Logique. Ensuite, la prudence. Éviter le contact avec les animaux errants, les animaux sauvages, surtout s'ils ont l'air malades ou se comportent bizarrement. Il y a aussi la vaccination préventive, avant toute exposition, pour les personnes qui sont à risque à cause de leur métier, vétérinaires, laborantins, ou les voyageurs qui vont dans des zones où la rage circule beaucoup. Et l'information, j'imagine. Exactement. L'éducation des populations sur les risques, sur ce qu'il faut faire en cas de morsure. C'est fondamental. La rage est une maladie qu'on peut éviter, mais ça demande une vigilance de tous les instants. Donc si on résume, la rage, c'est une infection virale transmise par la salive d'animaux infectés qui attaque le système nerveux. Elle est quasiment toujours mortelle une fois que les symptômes apparaissent. L'incubation peut être très longue, variable. Les symptômes neurologiques sont graves, avec notamment l'hydrophobie. Mais, et c'est la bonne nouvelle, on peut l'éviter. Grâce à la vaccination des animaux, la vaccination humaine préventive pour certains, et surtout, une action très rapide après une exposition suspectée. Nettoyage de la plaie et soins médicaux immédiats. C'est tout à fait ça. Et il faut garder en tête que ça reste un problème de santé publique majeur dans de nombreuses régions du monde, en Asie, en Afrique notamment. L'accès rapide à cette prophylaxie post-exposition n'est pas toujours simple partout. Ce qui soulève une dernière question, peut-être. Si on sait qu'une intervention rapide peut faire toute la différence entre la vie et une mort quasi certaine, comment on peut améliorer cette chaîne de vigilance et de réponse, de la reconnaissance du risque jusqu'à l'accès au traitement post-exposition? Comment rendre ça vraiment efficace et accessible pour tout le monde, partout, même dans les zones les plus reculées? Voilà une question importante à méditer. Et c'est ici que se termine notre exploration aujourd'hui.